En quittant la salle de réunion, les portes de l'ascenseur se refermèrent comme celles d'un coffre-fort, emprisonnant l'air froid et mon cœur battant à tout rompre. Dehors, le tumulte de la salle de réunion résonnait encore dans mes oreilles. « Épouse-le publiquement ou démissionne !» Les flashs des caméras avaient jailli comme des éclairs lorsque nous avions traversé le hall. Elisabeth se tenait à mes côtés en silence, le menton relevé, les bras croisés, son reflet dans le miroir d'acier noir semblant plus dur qu'elle ne l'était vraiment. Je voyais bien que plus son visage se figeait comme de la pierre, plus ses mains tremblaient. Arrivé au parking souterrain, son chauffeur avait déjà ouvert la portière arrière de la voiture. Elle s'arrêta et me regarda pour la première fois depuis l'ultimatum. Ses yeux bleus, que j'avais autrefois cru faits de glace, étaient humides. « Monte », dit-elle. Nous roulâmes dans la soirée de Lagos, où le crépuscule teintait tout de la couleur de l'inquiétude. La circulation avançait comme un animal blessé. Des banderoles claquaient sur les poteaux. La radio murmurait une émission économique, les mots des animateurs soigneusement pesés. Des rumeurs sur la direction de Chevron, des investisseurs internationaux à l'affût. Elisabeth se pencha et éteignit la radio. À l'entrée de Banana Island, les gardes saluèrent, raides comme des piquets, comme si le respect pouvait tenir le scandale à distance. Il ne le pouvait pas. Une fois dans le domaine, 2 SUV noirs attendaient de l'autre côté de la rue, leurs longues lentilles scintillant à travers les vitres teintées. Dans la maison d'Elisabeth, un silence de lustre attendait sous la lumière des chandeliers. Le personnel glissait comme des fantômes, regards baissés, pas feutrés, car les commérages sont plus bruyants que les pas. J'ai failli continuer jusqu'à l'aile des invités, la seule partie de la maison qui ressemblait encore à une chambre plutôt qu'à une rumeur. Mais sa voix m'arrêta. « Teneola !» Je me retournai. Elle était toujours dans le vestibule, talons sur le marbre, souffle court. Les portes vitrées derrière elle retenaient l'obscurité comme une mer. « Ils ne lâcheront pas !» dit-elle à voix basse. « Le président veut vraiment ma chute. Les journaux vont se régaler et le conseil d'administration utilisera tout pour me diminuer. » J'avalai ma salive. « Et ce que tu m'as promis pour le Canada ?» Un nuage passa sur son visage. Puis elle hocha la tête, une fois, lentement, délibérément. Ce plan tient. Il doit tenir. Elle me conduisit dans le bureau. La pièce était en bois chaud, cuir et pouvoir discret. Des récompenses nous observaient depuis les murs. Elle ferma la porte à clé avec un clic discret, puis marcha jusqu'au bureau et ouvrit le tiroir du bas. Elle en sortit un dossier bleu marine, de la même teinte que le premier dossier qui m'avait conduit à ce précipice. Elle le posa entre nous. « Regarde !» Mes mains tremblaient en l'ouvrant. L'écusson canadien ornait un papier gaufré, comme une réponse à une vie de questions. Lettre, numéro, tampon. Puis mon nom, Teneola Adawal, et celui de Sey, listé comme mon dépendant sous la sponsorisation. La case portait le nom d'Elisabeth Morgan. Ma gorge se serra. « Ce sont des entrées préapprouvées, » dit-elle, conditionnelles à mon statut et à l'enfant. Elle ne s'y a pas en disant cela, mais le mot « enfant » était un regard qu'elle escaladait avec précaution. Si je porte ton bébé et si nous déposons les documents avant le vote, nous pouvons partir avant que le feu ne nous atteigne. Je fixai les papiers. Leurs bords semblaient assez tranchants pour couper. Derrière mes côtes, la peur et la gratitude luttaient, comme des frères. « Mais si le conseil te révoque ?»« Ils ne le feront pas, » dit-elle rapidement. Trop rapidement, puis plus doucement. « Ils ne devraient pas. Même s'ils essaient, cela peut être exécuté par un autre canal. Ce sera compliqué. Mais ne t'inquiète pas. Je ne t'ai pas amené si loin pour t'abandonner à la porte. Je voulais la croire. J'en avais besoin, car chaque fois que je fermais les yeux, je voyais les épaules étroites et déterminées de mon petit frère, penché sur ses devoirs sous une ampoule mourante, l'ombre du propriétaire attendant dans notre couloir comme une tempête patiente. Elle versa de l'eau dans 2 verres et m'en tendit un. Ses doigts frôlèrent les miens, froids, mais avec une prise prudente. « Tu dois être invisible au travail, dit-elle. Routine, pas de réaction. Si quelqu'un demande, dis que tu fais des vérifications de maintenance ici, chez moi. » J'acquiesçai. « Oui, madame. »« Pas madame, dit-elle, presque en souriant à travers la douleur. Pas quand nous sommes seuls. Alors comment dois-je t'appeler ?» Pendant un instant, elle sembla être une femme au bord d'une falaise, mesurant le vent. « Elisabeth, dit-elle enfin. Dis-le comme si ça nous appartenait à tous les deux. » Les mots restèrent coincés dans ma gorge, timides et lourds. Je pris une gorgée d'eau pour les humecter. Elisabeth. Ses yeux s'adoucirent, puis se durcirent à nouveau. « Il y aura des règles, » dit-elle, revenant au bureau comme un général à sa carte. Pas de message en dehors de la ligne privée.
Pas de déplacement tardif sans le chauffeur. Pas de rencontre avec qui que ce soit sans mon autorisation. Je pensais à l'ombre d'Aide près de la grille du personnel, aux enveloppes, à la chaleur dans ma paume, au dossier sous mon matelas. La chaleur monta dans mon cou. Je fixai le verre puis le tapis et hochai la tête. D'accord. Elle m'observa un long moment. Je me demandais si elle pouvait sentir la peur sur moi, comme ma mère le faisait autrefois quand je mentais à propos d'un poulet volé pour le dîner. Mais elle prit simplement une inspiration et regarda le mur de photos, ses poignées de main avec des gouverneurs, ses discours, son empire capturé dans des cadres qui ne transpiraient jamais. « Si je porte ton enfant, dit-elle dans cette pièce pleine de témoins, ils ne pourront pas nous atteindre. Ils pourront rugir, mais la loi les enfermera. Nous déposerons les documents définitifs. Puis je suivrai. Le Canada tiendra pendant que Lagos brûlera. Je voulais demander « et si ?» Mais les pauvres apprennent tôt que trop de questions peuvent te faire se refermer l'aide comme un poing. Je tins ma langue. Un coup discret retentit. Sa chef de cabinet entra quand Elisabeth déverrouilla la porte. Une femme faite de vitesse et de murmures. « Madame, dit-elle, le président a appelé à nouveau. Le vote de demain matin est probable. Et Vanguard vient de publier la rumeur. » Elisabeth ne tressaillit pas. Sa bouche était une lame. Rédigez une déclaration. Rien d'émotionnel. Dites que nous restructurons, que nous nous concentrons sur la synergie à l'international. Elle me jeta un coup d'œil. Et pendant un instant, la lame redevint peau. Et ne dites rien d'autre. La chef de cabinet acquiesça et partit. La serrure se referma. Elisabeth s'appuya sur le bureau avec ses deux mains et exhala. Je ne l'avais jamais vue exhaler auparavant. Seulement relâcher l'air comme une machine. Celle-ci était humaine, fragile, pleine du poids de quelqu'un qui sait que les mâts peuvent se briser. « Viens », dit-elle en se redressant. « Il y a quelque chose que tu dois voir. » Elle me guida dans un couloir latéral que je n'avais pas exploré. Les murs étaient pâles, la lumière plus douce. Au bout, elle ouvrit une porte sur une pièce qui sentait la peinture fraîche et le coton chaud. Je clignai des yeux. C'était une nursery, pas encore de jouets. Pas de nom sur le mur, juste un berceau blanc qui ressemblait à de l'espoir et une chaise près de la fenêtre. « Je l'ai fait préparer il y a des mois, » dit-elle. La voix à peine plus qu'un murmure, quand je croyais encore que la science m'obéirait. Ses doigts trouvèrent le bord du berceau. Je me suis dit que je ne laisserais jamais personne voir cette pièce si elle restait vide. Puis tu es arrivé. Je ne savais pas où mettre mes mains. Des mains de pauvres, qui ne savent pas quoi faire dans des pièces comme celle-ci. Je l'ai cachée derrière mon dos et dit « C'est magnifique ». « C'est une promesse », dit-elle, les yeux sur le berceau. Pas au conseil, pas à mes ennemis, à moi-même. Le silence s'installa, doux comme les rideaux. Je pensais à Sei traçant un formulaire de bourse avec un crayon presque trop court pour être tenu. Je pensais au cou du propriétaire. Je pensais à la voix d'Adet dans l'obscurité. « Protège ton frère d'abord. »« Elisabeth, » dis-je lentement, goûtant à nouveau le nom. « Si nous partons, si le bébé arrive... » Elle se tourna. « Oui, même si je perds le vote. » Le coin de sa bouche tressaillit, fatigué et têtu. « Je ne perds pas, » dit-elle après un temps. « Mais si je perds, je ne te perds pas, toi. » Cela sonnait comme un vœu. Cela sonnait aussi comme un filet. De retour dans le bureau, elle me donna une enveloppe plus épaisse que la première, contenant des échéances, des noms de contacts, une liste intitulée « Ce qu'il faut emporter » discrètement. Voir ma vie résumée en points me donna le vertige. Acte de naissance, carnet de vaccination, dossier scolaire. « Je ferai venir le chauffeur à Mouchine à l'aube, » dit-elle. « Rassemble les documents de Sei. Ne dis rien à personne. Si quelqu'un demande, dis que tu changes d'école. » Les demi-vérités sont plus faciles à porter. J'acquiesçai, serrant l'enveloppe comme un animal fragile. Elle m'accompagna jusqu'à la porte et s'arrêta. Pendant une seconde, les rôles que nous portions, patronne, nettoyeur, s'évanouirent. Il n'y avait que deux personnes à un carrefour, où les deux chemins semblaient des tempêtes. « Ténéola » dit-elle à voix basse. « Ils peuvent menacer, ils peuvent soudoyer, ils peuvent crier. Mais si je porte ton enfant, la loi deviendra notre bouclier. Nous déposerons les documents, nous nous envolerons, nous atteindrons le Canada avant que le feu ne consume tout. » Je regardais par-dessus son épaule. À travers la vitre, les SUV étaient toujours garés comme des loups patients. Une lentille de caméra cligna dans l'obscurité. Mon téléphone vibra dans ma poche. Pas celui privé, l'ancien. L'écran éclaira ma paume avec le nom de Sei. « Frère », dit-il quand je répondis. La voix faible depuis une pièce sans rideau pour retenir la nuit. « Le propriétaire est revenu. » Il dit « vendredi ». « Je sais », murmurai-je.
Prépare tes papiers. J'arrive à l'aube. On part bientôt. Pour où? Je regardais la porte de la nurserie. Dans les mains d'Elisabeth. Enfin, tenant toujours le dossier qui semblait à la fois une nouvelle vie et une nouvelle chaîne pour un endroit où le toit ne fuit pas, je dis « Fais-moi confiance ». Quand je raccrochais, le téléphone privé vibra. Silencieux, urgent. Un nouveau message s'afficha. Inconnu. Si elle est enceinte, tu seras toujours piégé. Retrouve-moi demain. Je le prouverai. Je levai les yeux. Elisabeth m'observait, scrutant mon visage à la recherche de confessions que je n'avais pas le courage de faire. « Oh, tout va bien ?» demanda-t-elle. Ma bouche répondit « Oui ». Mais mon cœur martelait un non contre mes côtes. Dehors, un flash éclata contre la vitre comme un petit tonnerre artificiel. Les loups avaient rapproché leurs éclairs. Elisabeth tendit la main vers la serrure. « Repose-toi », dit-elle, la voix de nouveau stable. L'aube arrive vite. Elle tourna la clé, et j'entendis son dernier murmure, celui qu'elle réservait aux mots capables de changer le ciel. « Si je porte ton enfant, ils ne pourront pas nous atteindre. Nous serons au Canada avant que la tempête ne trouve nos noms. » Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le berceau briller dans la pénombre de la nurserie comme une prophétie, et le message sur mon téléphone brûlait contre mes côtes. « Si elle est enceinte, tu seras toujours piégé. Retrouve-moi demain. » Je le prouverai. Vers midi, le chauffeur d'Elisabeth me déposa près de Mouchine. La rue sentait la poussière et l'huile de friture. C'est couru à ma rencontre, sa chemise d'école à moitié rentrée. Ses yeux brillaient plus que les ampoules de notre chambre. « Frère, » murmura-t-il, « as-tu l'argent pour le loyer ?» Je l'entraînai à l'écart, lui tendis l'enveloppe qu'Elisabeth m'avait donnée. « Pas de l'argent, des papiers? On part bientôt. Prépare tes affaires d'école. Ne dis rien à personne. » Il fronça les sourcils. « Partir? Où? » Je voulais dire « Canada ». Mais le mot semblait un oiseau fragile qui s'envolerait s'il était prononcé trop fort. Je dis seulement « un endroit meilleur qu'ici ». Un endroit. Cette nuit-là, alors que le manoir d'Elisabeth dormait, je me glissais par la porte de service pour rencontrer l'expéditeur du message. Adet. L'air était lourd de la nuit lagotienne. Des moteurs grondants, des secrets portés par des murmures. Adet attendait près d'un kiosque rouillé, sa casquette baissée sur les yeux. « Tu crois qu'elle te sauve ?» dit-il avant même que je ne l'atteigne. « Ouvre tes oreilles. Elisabeth Morgan ne sauve pas les gens. Elle les enchaîne. » Il pressa un dossier marron dans mes mains. « C'est pour ça qu'elle t'a choisi. Il y a des années, Chevron a mené des essais de fertilité à Mouchine. Discrètement. Enterré. Le nom de ton père est là-dedans. Ta lignée était surveillée. Le sol vacilla sous mes pieds. Mon père est mort, murmurai-je. Les yeux d'Adet brillèrent. Mort ne veut pas dire disparu. Ses secrets vivent en toi. C'est pourquoi elle t'a choisi. Pas l'amour, pas le destin les donner. » Une corne retentit dans la rue. Je me tournai, serrant le dossier contre ma poitrine. À cet instant, des phares nous balayèrent. 2 SUV noirs avançaient lentement, patients comme les loups devant le manoir. Adet se fondit dans l'ombre. « Choisis vite, Ténéola, siffla-t-il. Ton frère ou le marché? L'héritage ou la liberté? Parce qu'une fois que ton enfant sera en elle, il n'y aura pas de retour en arrière. » Les SUV s'arrêtèrent. Une vitre s'abaissa. Une lentille de caméra cligna en rouge. Et je compris qu'Elisabeth n'était pas la seule à m'observer. Le lendemain matin, Elisabeth me convoqua dans l'aile de sa clinique privée. Les couloirs étaient trop blancs, trop silencieux, comme une cathédrale de science. Les infirmières en uniforme pâle se déplaçaient comme des fantômes, portant des plateaux de fioles et de seringues. Elisabeth se tenait près de la fenêtre, sa robe de soie frôlant les carreaux polis. Elle ne me salua pas. Elle se contenta de désigner le fauteuil. « Ils auront besoin de ton sang. » Ma gorge se serra. « Pourquoi faire ?» Son regard glissa vers les infirmières, puis revint sur moi. Pour être sûr, l'aiguille s'enfonça dans ma veine et le cramoisi remplit la fiole de verre. Alors que le sang quittait mon corps, les mots d'Adet me revinrent. Ta lignée était surveillée. Mon pouls battait plus fort que la seringue ne pouvait suivre. Après le test, Elisabeth renvoya les infirmières et verrouilla la porte. Elle s'appuya contre le comptoir, les yeux brillants de quelque chose comme de l'épuisement. Où était-ce de la peur? « Je ne t'ai pas tout dit, » murmura-t-elle. Il y a des années, quand Chevron finançait des programmes médicaux à Lagos, ton père était l'un des participants. Ils appelaient ça un essai de fertilité. Moi, j'appelais ça de l'exploitation. Je la fixais. Tu connaissais mon père? Sa mâchoire se crispa. Pas directement, mais je connaissais son dossier. Je savais ce qu'il faisait à des hommes comme lui, traquant leurs gènes.
Endurance, santé reproductive. Et quand je t'ai vu dans l'enceinte, réparant des lampes cassées à main nue, j'ai reconnu le nom, la lignée. Les murs de la clinique se refermèrent sur moi. Ma peau me semblait étrangère, comme si quelque chose en moi ne m'appartenait pas. Elisabeth s'approcha. « Comprends-tu maintenant? Il ne s'agit pas seulement de mon besoin d'un héritier, il s'agit de survie. Si le conseil me force à partir, l'enfant que je porte, notre enfant, devient un levier, un bouclier. » Ces mots résonnèrent comme un tonnerre dans ma poitrine. Je voulais demander pourquoi moi, mais la réponse saignait déjà du dossier marron, toujours caché sous mon lit. Avant que je puisse répondre, son téléphone vibra. Elle lut le message, et ses lèvres se pincèrent en une ligne fine. Il bouge plus vite que je ne le pensais. Nous devrons annoncer les fiançailles plus tôt. Je restais figé, le sang encore bandé, réalisant que chaque veine de mon corps était devenue une monnaie dans une guerre que je ne comprenais pas. Et quelque part dans les ombres de Lagos, l'avertissement d'Adaï sifflait. Frère ou marché, choisis. Les nouvelles frappèrent comme un marteau. Ce soir-là, Elisabeth apparut sur tous les écrans de télévision de Lagos. Elle se tenait à un pupitre scintillant, au siège de chevron, les caméras flashant, les micros tendus vers elle comme des griffes. Sa voix était calme, assurée, presque royale. « Aujourd'hui, déclara-t-elle, je ne me tiens pas seulement devant vous en tant que PDG, mais en tant que femme qui a choisi l'amour et l'héritage. Je suis fiancée à Teneola Adewale. » Mon nom claqua dans les haut-parleurs des kiosques, des bars à bière, des bus d'info. Des gens qui n'avaient jamais entendu parler de moi murmuraient désormais mon nom avec envie, rire ou colère. À la maison, Sei m'appela, essoufflé. « Frère, ton visage est sur Channels TV, tout le monde à l'école l'a vu. »« C'est vrai ?» Je ne pus répondre. Mon téléphone vibrait sans cesse avec des numéros inconnus, des journalistes, même des pasteurs d'église voulant des interviews. À l'intérieur du manoir, je me sentais comme une chèvre menée au marché, attachée par une corde dorée. Elisabeth avait passé une bague en diamant à mon doigt devant les caméras. Son poids était plus lourd que des chaînes. Cette nuit-là, elle me trouva seule dans la chambre d'amis. « Tu es en colère ?» dit-elle doucement. « Je n'ai pas accepté ça, marmonnai-je. Tu m'as utilisé. » Ses yeux se durcirent. « Utilisé, Teneola ? Je t'ai sauvé. Crois-tu que tu serais encore à Mouchine à réparer des fils électriques? Ton frère menacé d'expulsion? Ou crois-tu que tu aurais un visa canadien tamponné et prêt? » Elle se rapprocha, la voix basse et tranchante. « Je peux te faire ou te défaire? Et crois-moi, le conseil affûte déjà ses couteaux. Si tu n'es pas à moi, tu es leur proie. » Je serrai les poings. Ces mots s'enroulaient autour de moi comme des chaînes. Mais sous ma peur, la colère s'embrasa. Je n'étais pas juste son pion. Plus tard dans la nuit, mon téléphone vibra avec un seul texto d'Adé. « Le conseil n'attendra pas. Si elle s'est liée à toi publiquement, tu viens d'hériter de ses ennemis. Surveille tes arrières ou tu les perdras. » Je fixais le message jusqu'à ce que ma vision se brouille. Quelque part entre les promesses d'Elisabeth et les avertissements d'Adé, la vérité se cachait et je devais la trouver avant que Lagos ne me dévore vivant. Je n'avais jamais pensé me tenir dans une salle remplie de gouverneurs, de magnates du pétrole et d'investisseurs étrangers. Mais ce soir-là, je le fis. Les lustres au-dessus brillaient comme des étoiles captives, leur lumière se réfléchissant sur des verres en cristal et des chaussures vernies. Tout le monde était vêtu comme des royaux, tous sauf moi. Je portais un costume coûteux choisi par Elisabeth, mais à l'intérieur, je restais le garçon de Mouchine, déplacé, essoufflé. En passant, j'entendais les murmures. « C'est lui, le nettoyeur. Elisabeth doit être folle, ou peut-être désespérée. » Leur rire coupait plus profondément que des couteaux. Je forçais un sourire et m'accrochais à un verre d'eau comme si c'était la seule chose qui m'empêchait de me noyer. Elisabeth, grande dans sa robe argentée, se pencha vers moi et murmura à mon oreille « Ignore-les. Ce soir, nous leur montrons qui domine la salle. » J'acquiesçais, mais ma poitrine était lourde. Cela se passa en quelques secondes. Le gouverneur de l'État de Rivers venait de lever son verre pour porter un toast à Elisabeth quand un serveur portant son verre trébucha. Le plateau s'écrasa, les verres se brisant comme des coups de feu. Puis l'homme se tint le ventre. De l'écume jaillit de ses lèvres, ses yeux se révulsèrent et avant que quiconque puisse l'atteindre, il était immobile. Il fut rapidement transporté à l'hôpital le plus proche. Des cris déchirèrent la salle de bal. Les chaises tombèrent, les gens se bousculaient, les robes bruissaient, les agbadas claquaient alors qu'ils s'enfuyaient. Quelqu'un cria « Poison !»
Le vin était empoisonné. Ma gorge se serra. Le verre empoisonné, celui que le serveur portait, était destiné à Élisabeth. Je me figeai, la regardant. Élisabeth ne broncha pas une seule fois. Sa voix trancha à travers la panique, aiguë et autoritaire. « Ne paniquez pas, c'est l'œuvre de lâches. Ils ne peuvent pas m'affronter dans la salle de réunion, alors ils ont essayé de me tuer à ma table. » Et juste comme ça, la salle obéit. Les cris s'atténuèrent. Les caméras se tournèrent vers elle, mais je ne pouvais pas arrêter de regarder son visage. Pas de peur, pas de tremblement, seulement un contrôle glacial et calme. Était-elle habituée à cela, ou l'avait-elle orchestré? Sa main trouva la mienne, soudainement, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. Elle sourit pour les caméras et siffla « Souris, Ténéola, ce soir nous gagnons. » J'essayais. Dieu sait que j'essayais. Des heures plus tard, après le départ du dernier invité, je retournais dans ma chambre. Ma cravate pendait lâche autour de mon cou alors que je m'effondrais sur le lit, épuisé. Puis je le vis. Sur ma chaise, dans la poche de ma veste, il y avait une petite fiole en verre, vide. Mes mains tremblaient en la ramassant. Une note y était attachée, écrite d'une écriture nette et délibérée. « La prochaine fois, c'est toi qui bois. » Je faillis la laisser tomber. Ma respiration devint rapide et superficielle. Quelqu'un n'avait pas seulement essayé de tuer Élisabeth. Il me voulait, moi. Mon téléphone vibra dans ma poche, me faisant sursauter. Un numéro inconnu. Je le portais à mon oreille, avec des mains tremblantes. Une voix basse murmura, calme et mortelle. « Ils ne veulent plus, Élisabeth. Ils te veulent, toi. Fuis pendant que tu peux encore. » La ligne s'éteignit. Je restais assis dans le noir, la fiole s'enfonçant dans ma paume, ma poitrine lourde de peur. J'avais pénétré dans le monde d'Élisabeth, pensant être caché sous son ombre. Mais maintenant, les projecteurs étaient sur moi, et je n'étais pas sûr de survivre, encore moins de vivre la vie canadienne que j'avais imaginée avec mon frère. Quel est votre avis sur cette histoire? D'où la regardez-vous? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires captivantes.